existe entre la pensée, la parole et l'acte d'un homme. Cette trilogie entre pensée, parole et acte devrait pouvoir guider nos leaders, qui pour moi doivent être des modèles pour nos générations que nous sommes. On ne dit pas une chose à 14 h selon ce petit calcul, et puis à 14h30, on dit le contraire, toujours avec des arguments. Alors, au-delà de la Côte d'Ivoire, je pense que chaque président africain ne devrait pas venir avec sa constitution juste pour se maintenir au pouvoir. En Côte d'Ivoire, nous sommes près de 25 millions. Donc 25 intelligences différentes. Vous voyez? Et chacun à son époque. Comme Oufo Boigny a eu son temps, il est parti. Henri Konan Bédié a eu son temps, il est parti. Le président Gbagbo a eu son temps, il est parti. Le président Ouattara, il a eu 10 ans. Et comme lui-même l'a dit, ouvertement, devant les sénateurs, devant les députés et les caméras du monde entier, il ne peut pas être candidat. Parce qu'on lui a dit, plusieurs personnalités lui ont dit, je le cite, le 5 mars 2020, qu'un troisième mandat pourrait être source de déstabilisation pour la Côte d'Ivoire, des troubles en Côte d'Ivoire. Or lui, il veut la paix dans son pays. Je le cite. Je quitte même le côté du droit. Il a donné même dit la mort de son... Il a même dit que sa décision est prise depuis 2 ans. Okay. C'est lui qui l'a dit. Et aujourd'hui, il revient sur sa décision avec l'argument de force majeure relatif au décès de son fils, d'Amadou Gon Coulibaly. J'aurais été RHDP que j'aurais été choqué. Cela veut dire qu'après le défunt Amadou Gon Coulibaly, il n'y a personne d'autre au RHDP. Un leader, sa grandeur aussi, se mesure à la succession qu'il a laissée en place. Les hommes avec qui il s'est frotté, ce n'est pas vers la fin d'un mandat qu'on désigne un successeur. Diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est anticiper. La vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive se forme loin en mer. C'est pourquoi le leader doit regarder très loin. Je suis donc surpris que le président Ouattara, depuis le 6 août dernier, ait décidé, en tout cas, pour des raisons que je juge personnelles, de mettre la Côte d'Ivoire dans tel état. La vie de la Côte d'Ivoire ne se résume pas au RHDP. Nous ne sommes pas tous RHDP. Il peut avoir un plan de succession chez lui, mais il ne peut pas imposer cela à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ce que je veux dire? La constitution ivoirienne n'est pas le testament du RHDP, n'est pas le règlement et statut intérieur du RHDP. C'est la constitution d'un État. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Que pensez-vous de la coalition PDCI, FPI, MFA, GPS et autres partis de l'opposition, notamment l'UDPCI et autres? Voyez-vous que... Est-ce que ça peut tenir? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est pas par intérêt pour renverser le pouvoir en place? Je ne peux pas préjuger de cela. Ok. Et je ne veux pas me mettre dans une position de celui qui juge les autres. Je ne crois pas que j'ai cette autorité-là. Seulement, les alliances, il faut les catégoriser. Il y a les alliances dites idéologiques, c'est-à-dire des partis politiques qui ont la même vision, qui partagent la même idéologie et donc qui rentrent en alliance. En France, on vous parlera des partis de gauche, d'accord? Ou les partis de droite. Quand une formation politique qui est de droite à son candidat qui va au deuxième tour, les autres formations, qu'elles soient petites ou pas, accompagnent celui avec qui ils partagent la même idéologie. Ça, c'est une alliance idéologique. Et puis, il y a l'alliance dite stratégique. Cette alliance-là, elle émane du fait que, à un moment donné, la stratégie des uns des autres, voilà, se rencontrent à un point commun et donc décident de se mettre ensemble parce qu'ils estiment qu'en ce moment précis-là, c'est cette alliance-là qui peut leur permettre de réaliser leur objectif. Et il y a l'alliance qu'on peut qualifier de circonstancielle. Je pense que la coalition dont vous parlez, le MFA,
l'UDPCI ne partage pas la même idéologie que le Front populaire ivoirien. Le PDCI-RDA ne partage pas non plus la même idéologie que le Front populaire ivoirien. Ainsi de suite. Et le PDCI-RDA ne partage pas la même idéologie que le COJEP que je dirige. Mais quand tous ces partis politiques sont ensemble, c'est donc une alliance circonstancielle. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des élections transparentes en Côte d'Ivoire. Faire en sorte que nous ayons des institutions fortes, notamment les institutions chargées d'organiser les élections, telles que la CEI, dont nous contestons la composition sous sa forme actuelle. Et puis est venue s'ajouter cette question du troisième mandat du président Ouattara. Ce sont ces questions principales-là qui, pour le moment, à mon avis, mettent ensemble toutes les formations que vous venez de citer. Ajouter à cela la libération des prisonniers, le retour du président Gbagbo, moi-même. Cela dit, est-ce que cette alliance sera solide? Je ne sais pas si elle va s'étendre dans le temps ou bien elle va se limiter après la résolution des questions qui expliquent leur regroupement et leur coalition. Je note simplement que l'UDPCI était avec le RHDP d'Alassane Ouattara et que l'UDPCI a quitté le bateau. Je note simplement que le PDCI-RDA était dans le bateau Ouattara et que le PDCI-RDA a quitté le bateau. Je note seulement que Guillaume Soro et son équipe, aujourd'hui GPS, étaient dans l'équipe Ouattara, a quitté le bateau. Je note que le MFA d'Anati Kobena était avec le RHDP et que le MFA a quitté le bateau. Je note que Amontano, directeur des cabinets de Ouattara, depuis donc l'opposition, et directeur des cabinets à la présidente, ensuite ministre des Affaires étrangères, a quitté le bateau. Je note aussi que Akabla Duncan a quitté le bateau. Vous voulez que je continue de citer? Vous voyez, peut s'arrêter là. Il y a un problème. Les fronts se sont multipliés. Et finalement, le RDR est isolé. C'est ce qui est vrai. Tout le reste, c'est de la fafaronnade. Ok. On va revenir un peu à vous, Charles Blé Goudé. Vous avez parlé tout à l'heure du l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Vous étiez son ministre de la Jeunesse en 2010. Vous êtes battu à ses côtés depuis 2001 pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. On a vu un Charles Blé Goudé sur tous les fronts, manifester dans la rue à plusieurs reprises jusqu'à faire des grèves de la faim, parler à ses adversaires politiques de façon virulente par moment. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de toutes ces années de combat militantisme? Oh, écoutez, vous savez que chaque lutte porte en elle-même son agenda et choisit même ses hommes. Je ne vais pas réduire tout ce que vous venez de citer à ma personne. L'histoire de la Côte d'Ivoire était mise à mal. Les institutions ivoiriennes aussi. Les Ivoiriens étaient désemparés. Le doute commençait à gagner les esprits. Les Ivoiriens avaient besoin que quelqu'un porte leur parole, que quelqu'un puisse extérioriser leurs douleurs pour les faire entendre à l'extérieur. Les circonstances de l'histoire ont porté leur choix sur ma modeste personne. Je n'ai fait aucun effort. J'ai seulement assumé, voilà, ce que j'ai eu comme devoir en ce moment-là. Bilan, pour cette lutte-là, je suis aujourd'hui ici retenu à La Haye, après avoir fait un tour à la DST pendant 1 an et demi, je l'assume. Est-ce qu'il y a eu des moments où je pense qu'il y a eu des ratés? Oui, je suis un être humain, tout n'a pas été bien, voilà, tout cela fait partie du fait que je suis un être humain. Voilà, il y a des espoirs peut-être, j'ai peut-être pas été à la hauteur de certains espoirs, tout cela fait de moi un être humain. Vous pouvez citer des exemples qui ont été des ratés? La preuve, je suis venu ici en prison avec mon leader, Okay. Ce qui n'a pas été mon souhait. Est-ce que cela a été de mon fait? Je ne sais pas. Mais il y a un petit goût d'inachevé et puis un petit regard d'échec. Qu'est-ce qu'on vous reprochait réellement? Qui? Les Ivoiriens et tous ceux qui vous ont jugé pour vous envoyer ici à La Haye. Ils m'ont reproché ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils m'ont C'est-à-dire? reproché mon soutien au président Laurent Gbagbo. Le président Ouattara a des soutiens aujourd'hui. Vous voyez, ils n'ont pas compris que c'est la diversité qui fait la politique. Et que pendant que eux, ils avaient des positions qui soutenaient leur mentor, j'avais aussi droit à ça. Ils m'ont vite jugé. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois aujourd'hui des jeunes du RDR dans la rue,
Je vois aujourd'hui des jeunes de l'HDP, des femmes de l'HDP dans la rue. Voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il y a des opinions, quand il y a des gens aussi qui prennent des armes et qui veulent user de la force, il fallait tout faire pour éviter cela. Moi, je l'ai fait les mains nues. Cela m'a valu la prison. On m'a présenté comme un ennemi international. On m'a présenté comme un criminel international. Au point qu'on m'a traîné devant les tribunaux. Mais cela dit, je pense que le point de satisfaction que j'ai dans tout cela, cela fait 10 ans que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Okay. Et pourtant, les Ivoiriens sont encore dans la rue. Et pourtant, tous les Ivoiriens ne sont pas heureux. Il y a eu des morts aux législatives organisées sous Ouattara, entre Ali, PDCI et le RDR. Il y a eu des morts lors des municipales. Il y a eu des morts lors des régionales. Et pourtant, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'étaient plus là. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? Voilà la question. Je pense que les gens se rendent compte de cela de plus en plus. Et tout à l'heure, je vous ai dit, tous les alliés du président Ouattara qui l'ont quitté. Pourquoi ils le quittent? Pourquoi ils le quittent? Nous n'avons fait aucune démarche. Ils ont eux-mêmes, ils sont allés sous l'arbre, se sont rendus compte des dimensions des feuilles de cet arbre-là. Le crapaud, tant qu'il n'est pas tombé dans l'eau chaude, il ne sait pas qu'il y a deux sortes d'eau. Ils ont fait le constat. Et donc moi, c'est un peu ma satisfaction. Parce que finalement, je n'étais pas seul à jeter ce regard critique-là sur les pratiques que j'ai dénoncées. Ok. Au début de votre militantisme et durant plusieurs années, on vous a vu très souvent avec la casquette. Là, votre style vestimentaire, il a changé. Ça vous va très bien. Merci. Et qu'est-ce qui expliquait une telle posture? Comptez-vous poursuivre votre militantisme avec votre chapeau? Et est-ce que vous avez retourné la veste ou la casquette? Non. Quand on était enfant, on portait des petits caleçons dans le quartier. On jouait dans la boue. Ça n'étonnait personne parce qu'on était enfant. Ensuite, on portait des petits jeans avec des t-shirts. Ça n'étonnait personne parce qu'on était teenagers. On était aussi jeunes. Quand la crise ivoirienne a éclaté en 2002, j'étais encore étudiant. Aujourd'hui, je ne suis plus étudiant. J'ai 48 ans. Je suis entré en prison en tant qu'un jeune homme. J'en suis ressorti en tant qu'un homme jeune. Donc, la personnalité que j'incarne exige une tenue. C'est cela. Je suis étudiant, je peux porter une casquette, un jean. Je ne le suis plus. Voilà. J'envisage de diriger mon pays un jour. Ok. Voilà. En toute franchise, quels sont vos rapports avec l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo? Est-ce que vous avez retourné la veste? Je ne sais pas pourquoi vous me posez une telle question, d'autant plus que on ne condamne pas à 20 ans en Côte d'Ivoire celui qui a retenu sa veste. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites en Côte d'Ivoire. Venons-en au fait. Ok. Venons-en au fait. Je dis, on ne condamne pas à 20 ans. Le régime Ouattara m'a condamné à 20 ans. Oui. En Côte d'Ivoire. Vrai? M'a privé de 10 ans de mes droits civiques. Empêche que je rentre en Côte d'Ivoire malgré mon acquittement. Malgré la levée des mesures contre moi, je suis encore ici. Et aucun pays européen ne veut m'accueillir, comme tout le monde se plaît à le dire à un moment donné. Est-ce que c'est ainsi qu'on traite quelqu'un qui a retenu sa veste? En réalité, j'ai un problème. Je refuse de mener une lutte par procuration. Je ne soutiens pas de causes que je ne partage pas. D'accord? Et je veux être moi-même. Je ne souhaite pas être ce que ceux qui se sont autoproclamés mes maîtres veulent que je sois. Je suis Charles Blé Goudé, je suis attaché à des valeurs, j'ai ma vision et je suis moi-même. Sinon, le président Gbagbo et moi, nous sommes encore ici, lui en Belgique, moi ici en Hollande. On s'appelle quand cela est nécessaire. Je le répète, on s'appelle quand cela est nécessaire. Et nous n'avons de compte à rendre à personne. Ok. Sinon, nos rapports sont des rapports de père à fils. Ok. À l'époque, vous avez déclaré que Laurent Gbagbo, justement, n'est pas un sous-préfet de la France. La suite est que la France de Nicolas Sarkozy a été pour quelque chose dans la chute de Laurent Gbagbo. Votre opinion sur les rapports de la France et ses anciennes colonies a-t-elle changé? Non, jamais. Non, jamais. Je réalise simplement que, et je m'en réjouis d'ailleurs, que l'actuel président français lui-même a dit qu'il faut désormais des rapports gagnant-gagnant entre la France et les pays africains.
tout cas les 14 pays africains, anciennes colonies françaises. Je n'ai que demandé cela. Que dans l'intérêt de chaque pays et de son peuple, des partenariats puissent s'établir. Et je m'en réjouis. En tout cas, seulement la manière de le dire a peut-être changé. Et je ne le dis peut-être plus dans la rue, je le dis là à un micro, et puis tranquillement. Et cela aussi dépend aussi que de l'évolution des choses. Je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 28 ans, j'ai 48 ans, bientôt 49. Je suis presque dans la cinquantaine. Et donc, ce qu'on pouvait dire d'une manière il y a des années, on le dit aussi d'une autre manière. L'essentiel, c'est que le message passe. Mais quand on est passé par les épreuves par lesquelles je suis passé, la prison n'est pas seulement un lieu d'enfermement. C'est un lieu de bilan. C'est un lieu de remise en cause. C'est un lieu de réajustement de son fusil d'épaule. Et c'est cela. C'est comme une piscine, la prison. On y entre sec. Quand on sort mouillé. Okay. Forcément, vous êtes obligé d'ajuster des stratégies. Beaucoup de personnes ne comprennent pas aujourd'hui la démarche de Blé Goudé parce qu'ils veulent retrouver le Blé Goudé de 2002, de 2003. Non, non, non. Ça, c'est de la nostalgie. C'est pas possible et ce n'est plus possible. Seulement, je porte toujours en moi les mêmes causes qui m'avaient mobilisé. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ce qui s'est passé après la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire? On aura le temps d'en parler. Okay. D'autant que je suis encore dans un procès qui est en cours. Et chaque débat a sa tribune et son moment. Okay. Je n'hésite pas du tout, mais je pense que j'aurai le temps de m'adresser aux Ivoiriens en ce qui concerne précisément cette question-là. Okay. Selon vous, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut sortir définitivement de toutes ces crises électorales? À mon avis, ce n'est pas... Surtout pour la prochaine présidentielle qui s'annonce avec des violences. Pour les crises qui arrivent en Côte d'Ivoire, il faut d'abord chercher leur cause. C'est-à-dire faire le diagnostic avec courage et sans passion. Voilà. Est-ce que ces crises sont insolubles? Je ne le crois pas. Comprenez? Tout dépend de la hauteur que la classe politique elle-même prend. Tout dépend de la position dans laquelle se mettent les dirigeants africains. Quand on a vécu une crise comme celle que la Côte d'Ivoire a vécue, il faut faire le bilan. Voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis envisager comment on sort de là. Quand jeter un regard sur l'histoire de ce qui nous entoure, l'Europe, à mon avis, a tiré les leçons des guerres qui ont rythmé la vie de ses concitoyens en son temps. Après donc, la Deuxième Guerre mondiale, vous verrez aujourd'hui qu'après la chute du mur de Berlin, les platons étaient plus ou moins équilibrés. Alors, ils ont décidé d'entrer dans une paix de satisfaction en donnant dos à la paix de domination. La différence entre ces deux paix, c'est que la paix de domination ou de dominance est le fait qu'il y ait un groupe qui a les moyens militaires et une force qui l'aide à contraindre l'autre partie en face. L'autre partie donc soumise donne l'impression qu'il y a une paix parce qu'elle n'a pas les moyens de réagir. Mais ici, c'est que le jour où cette partie qui est donc soumise a les moyens plus que les moyens de l'autre partie qui la soumet, elle réagit. Et on rentre dans un cycle infernal. C'est ce qui a été à un moment donné en Europe. Tirant donc les leçons de ces guerres-là, les Européens ont décidé de rentrer dans une paix de satisfaction en équilibrant les plateaux. C'est-à-dire faire en sorte que chaque État européen, chaque parti tire satisfaction de la paix qui est mise en place et devient même le surveillant de cette paix-là parce que chacun en tire parti. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez que la diplomatie européenne est donc confiée à la France. Pour ceux qui observent très bien. L'économie, quant à elle, est donc gérée par l'Allemagne.
Vous verrez donc que même l'euro a sa base sur le Deutsche Mark. C'est pourquoi, dès qu'il y a un problème économique, tout le monde se déverse en Allemagne pour aller voir Angela Merkel. Tout ce qui est comme institution politique, c'est en Belgique. Tout ce qui est comme institution judiciaire, c'est ici en Hollande. Et pour parler de l'Occident en général, vous verrez que tout ce qui est comme militaire, domination militaire, ce sont les États-Unis d'Amérique. Vu sous cet angle-là, on tombe seulement dans des guerres maintenant économiques. Alors la Côte d'Ivoire, à mon avis, pourrait tirer leçon de cela, en équilibrant aussi les plateaux, tirant les leçons de notre récente histoire. Mais malheureusement, nos dirigeants se considèrent comme des dieux et ont décidé de soumettre les autres. Moi, je pense plutôt que dans le respect de nos différences, on peut rebâtir la Côte d'Ivoire. Et donc, ces crises à répétition, pour moi, ne sont pas insolubles. Voilà. Ok. On va parler du COJEP, votre formation politique. Il y a un an, le 18 août dernier, s'est tenu en Côte d'Ivoire le premier congrès du parti pour votre parti créé. Vous l'avez dit le 18 août 2019. Oui. Le premier congrès du parti a eu lieu. Vous avez fait une allocution depuis le jour du congrès. À l'unanimité, les congressistes vous ont nommé président. Doit-on voir dans cette nomination une éventuelle candidature de président du COJEP à la prochaine présidentielle de Côte d'Ivoire? Non. Nous avons régulièrement organisé nos congrès. Nous prenons la démocratie. Nous prenons l'alternance. Vous avez vu que nous sommes un parti qui a fonctionné bon l'an mal an, pendant que j'étais derrière les barreaux en tant que leader de ce parti. D'autres personnes l'ont dirigé en mon absence. Dès que je suis sorti, ils ont estimé que j'étais là. Et donc, le congrès a eu lieu et j'ai été régulièrement élu, porté donc à la tête du parti. Et une équipe a été formée qui aujourd'hui continue de diriger le parti comme cela n'a rien à voir avec les présidentielles de 2020, pour lesquelles j'étais déjà assez clair. Je ne suis pas candidat aux élections de 2020. Parce que je suis réaliste. Je suis à La Haye, ici. Je suis encore dans un procès en cours. J'estime que une élection présidentielle, ça se prépare. Il faut que le candidat lui-même soit sur le terrain. Parce qu'une élection présidentielle, c'est une rencontre entre une personnalité et le peuple, dans des circonstances données. Donc je ne suis pas candidat. Est-ce qu'il y aura des rapprochements entre le COJEP et d'autres partis de l'opposition, et peut-être même le parti au pouvoir? Sait-on jamais? Entre le COJEP et certaines formations politiques, tout dépendra de l'offre. C'est-à-dire quelle offre politique ces formations politiques-là portent et qui se rapproche de la vision sociétale du COJEP. Pour moi, c'est seulement sur cette base-là que des partis peuvent se rapprocher. Et non sur une commercialisation, un échange de partis, de portefeuilles ministériels. C'est ce qui tue aujourd'hui la politique en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un postophile et les membres du COJEP non plus. Nous fonctionnons en termes de valeurs, nous fonctionnons en termes de principes, nous fonctionnons en termes de vision et d'idéologie. Donc, je pense que le temps viendra où des partis politiques nous approcheront certainement et puis on discutera des projets. Quel est l'avenir du COJEP, selon vous? Les nouvelles ambitions du parti, un an après le congrès? Le parti prend le temps de s'implanter. Vous ne pouvez pas être au temps de défrichage des semences et puis vouloir vous comporter comme ceux qui sont à la récolte. Nous sommes conscients qu'il y a des partis politiques traditionnels qui occupent déjà le terrain en Côte d'Ivoire, qui ont eu le temps de s'implanter, qui ont une longévité plus que celle du COJEP. Nous prenons seulement pour le moment le temps de nous implanter, de former nos militants, d'accord? Et puis voilà, nous pensons que implantation, formation, structuration, voilà le stade où nous nous trouvons. Ensuite, quand nous aurons fini cette phase, il va bien falloir évaluer nos forces. Nous serons présents au local, aux législatives, aux municipales et aux régionales. De 2021, certainement, où les élections ont lieu. Mais c'est la présidentielle qui ne nous intéresse pas pour le moment, parce que nous sommes réalistes.
Vous avez reçu Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, en novembre 2019 à La Haye, ici même. On le sait, le président est condamné, l'ancien président de l'Assemblée nationale, je le dis, il est condamné à 20 ans de prison pour, je cite, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Pour rappel, on sait que Soro Guillaume était votre ancien collègue au niveau de la FESI, qui est la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire et scolaire de Côte d'Ivoire, mais surtout l'un de vos adversaires politiques. On est curieux de savoir concrètement quel était le but de cette visite. Comme vous le dites bien, depuis 2002, Soro Guillaume et moi, on était dans des positions diamétralement opposées. Lui avait pris les armes contre les institutions de la République. Moi, j'étais dans la rue les mains nues pour m'opposer à ces armes. Lui avait donc glané les galons, ministre, premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, et moi, de prison en prison. Voilà. Et puis finalement, lui, il est condamné. Il a aujourd'hui maille à partir avec son ancien mentor. Moi, je suis à La Haye, mais le plus important, c'est que chacun assume voilà, son destin et puis le chemin qu'il a choisi. Moi, j'accepte de respecter les positions de l'autre, même si je ne les partage pas, je les respecte. Doit-on voir en cette visite une prise de conscience, une leçon de sagesse de la part de Charles Blé Goudé? Non. Pourquoi? Sagesse. Guillaume Soro a sollicité me rencontrer voilà, à travers la ministre Afousi Bamba, que j'ai reçu 2 fois d'abord elle-même. Et puis les thèmes de la visite ont été donc voilà, mis sur la table, on en a discuté, on était d'accord. Et puis il est venu me voir. Mais au centre de cette discussion, c'est que nous avions décidé que tous les acteurs qui se sont affrontés politiquement sur le terrain devaient maintenant donner l'exemple de la paix. Parce que nous avons essayé de faire. Moi, depuis que j'étais en prison, je dis, je veux rencontrer la Côte d'Ivoire plus réelle pour parler avec elle. Je peux rencontrer un adversaire, on discute même des questions qui fâchent. Et Guillaume Soro et moi, nous sommes rencontrés parce que je voulais donner l'exemple d'un Blé Goudé qui rencontre même ses adversaires les plus farouches. C'est Afousi Bamba qui a lu la déclaration du gouvernement qui me transférait à La Haye en tant qu'en ce moment ministre de la Communication en 2014. Je la rencontre, je discute avec elle. Il faut être courageux pour le faire. Je l'ai fait. Mes militants se sont fâchés, mes sympathisants se sont fâchés, mais c'est ça le chemin de la paix que moi je veux montrer. Je ne peux pas seulement rester avec mes partisans. Ensuite, Guillaume Soro est venu, on a eu 4 heures de débat, lui et moi. Ce dont on a parlé reste entre nous. Mais au moins, nous avons donné l'exemple de ce qu'hier on peut se battre et pour aujourd'hui se rencontrer pour la Côte d'Ivoire. Mais les gens sont allés dans tous les sens. Oui, c'est un partenariat politique. Blé Goudé veut soutenir la candidature de Guillaume Soro. Non, pas du tout. 2 adversaires politiques peuvent se rencontrer, discuter de leur pays et puis se séparer comme Dieu moment l'a fait. Et puis il n'est pas devenu COJEP, je ne suis pas devenu GPS. Et puis voilà. Seulement je constate une chose. Tous ceux qui m'ont voué aux gémonies, tous ceux qui ont réuni le bûcher, voilà, contre Charles Blé Goudé, parce qu'il a rencontré Guillaume Soro. Je vois que ceux qui sont dans la rue avec lui aujourd'hui. Je vois que ceux qui sont dans les réunions avec lui aujourd'hui. En 2018, c'est la même chose. Quand j'ai envoyé une délégation à Daoukoro voir le président Bédié, les mêmes encore m'ont voué aux gémonies, ont réuni le fagot pour mon bûcher. C'est les mêmes qui sont avec aujourd'hui, le président Reconnaissant Bédié. Comme quoi en politique, il n'est pas souvent payant d'avoir raison trop tôt. Mais moi, je le fais pour mon pays. Je ne le fais pas contre quelqu'un. Je ne mets pas d'une alliance pour combattre un individu. Les individus passent, et les systèmes sont là. La preuve, on a enlevé Bakayoko Youssouf à la tête de la CEI, on continue de se plaindre de la CEI. Voilà comment il faut comprendre ma démarche. C'est une démarche de paix, parce que pour moi, la Côte d'Ivoire a besoin autour d'elle, de tous ses fils et de toutes ses filles. Pendant votre incarcération, vous ne vous êtes pas ennuyé. Vous avez écrit un livre, De l'enfer, je reviendrai. Pourquoi un tel titre? Qu'est-ce que Charles Blé Goudé a réellement vécu à la prison? La prison en elle-même est un enfer. Lieu de privation, lieu d'enfermement, lieu d'éloignement. En ce sens même que la mienne était doublement un enfer. Je n'étais pas emprisonné en Côte d'Ivoire. J'étais loin de ma terre natale.
loin de mes enfants, loin de mes partisans, loin de ma terre natale, la Côte d'Ivoire. Mais jamais je n'ai perdu l'espoir que je sortirais de là. Parce que je savais que on a voulu fabriquer un ennemi dans le monde entier. Mais malheureusement, tout ce qu'on me reprochait était un château de cartes. J'étais convaincu qu'à la fin, l'histoire m'acquitterait. Et c'était mon premier discours quand je suis arrivé ici. J'ai dit au juge, on m'a dit qu'ici, quand on vient, on ne parle pas. Mais je vous informe que je repartirai. Et je suis sorti. Et donc, en écrivant de l'enfer, je reviendrai, j'ai voulu partager mon optimisme et mon espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle qui arrive. J'ai voulu partager avec les Ivoiriens et les Africains le fait que la prison n'est pas une fin en soi. Le fait que la CPI n'était pas une fin, mais un début pour moi. Voilà ce que j'ai voulu partager avec eux. Et je pense qu'au moins je vous parle, l'autre œuvre est en finition. Ok. Et ça va s'appeler comment si on peut avoir l'exclusivité? Aller-retour. Aller-retour. Ça va parler de quoi, aller-retour? De l'enfer, je suis revenu. D'accord. Je suis allé en prison, je suis sorti. Aller-retour. Nous acheminons vers la fin de l'interview. On ne peut pas vous laisser. Pourquoi vous riez? Ça me fait penser à un terme ivoirien, c'est tout. Mais je suis ivoirien, partout je me promène avec la culture ivoirienne. Tout ce que nous écrivons est influencé par notre culture. Ça, c'est vrai. Voilà. L'aller-retour, vous savez très bien, c'est une galette ivoirienne. Ça. Quand vous goûtez, vous revenez. C'est vrai. Moi, j'ai goûté à la Côte d'Ivoire, on a voulu mélanger, mais je reviendrai. Okay. Donc de l'enfer, je reviendrai. Au lieu de dire de l'enfer, je suis revenu. Moi, j'écris aller-retour. Ok, C'est mon prochain œuvre. On s'achemine vers la fin de l'interview. On ne peut pas vous laisser, Charles Blé Goudé, sans poser quelques questions qui font l'actualité en ce moment. À quand votre retour au pays? Est-ce que vous avez un passeport pour voyager, un passeport valide, valable pour voyager en Côte d'Ivoire, pour retourner en Côte d'Ivoire, je dirais? D'abord, mon retour en Côte d'Ivoire ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui? De Dieu. Ok. Voilà. Mon retour en Côte d'Ivoire ne dépend pas de moi. Et ça ne dépend même pas de ceux qui croient que ça dépend d'eux. Ok. Moi, j'estime que ce sont les circonstances de la vie qui m'ont isolé pour me passer un message. Et comme je suis croyant, je dis c'est Dieu qui m'a isolé pour me passer un message et pour me parler. Et puis pour me former, pour me mettre dans le destin que lui, il a prévu pour moi. Je fais 14 mois à la DST. Les gens pensaient me faire du mal. Ils m'ont envoyé à La Haye. De La Haye, j'ai implanté le projet dans toute l'Europe. Ça aussi, ceux qui croyaient m'enterrer, oubliaient qu'ils me mettaient en terre. Mais ce n'était pas un enterrement, c'était une sémence. Et d'ici, je commençais à germer. De La Haye, je commençais à germer. Et la date que Dieu choisira pour que je retourne en Côte d'Ivoire va s'imposer à un moment donné. C'est pourquoi je ne me précipite pas sur quoi que ce soit. Non, je n'ai pas fait de demande de passeport. Okay. Quand on me prenait en Côte d'Ivoire, en mars 2014, on m'a mis dans un avion sans passeport, sans visa, me déposer à La Haye. Moi, je considère qu'ils ne sont pas encore prêts. Le jour où ils seront prêts, ils vont me prendre de la même manière ils m'ont pris pour me déposer ici, me ramener en Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas du tout pressé. Et je pense que je subis mon destin. Et je prends le temps de lire. Et je considère que tout le temps que je passe ici n'est pas du temps perdu. C'est du temps gagné. Ok. Une fois de retour au pays, à quoi Charles Blé Goudé va-t-il se consacrer? Rencontrer même mes adversaires les plus farouches d'abord. Pour qu'on se parle. Le gouvernement? Pas forcément le gouvernement. Je parle même des hommes. Ok. Le gouvernement, ça sont des structures. C'est des institutions. Je parle des hommes. Ceux qui ne m'ont pas compris hier. Ceux avec qui il m'a appartenu hier. Je me suis imposé la mission de parler avec eux. On ne peut pas forcément partager le même point de vue sur les mêmes sujets, mais au moins aller vers eux pour qu'on se parle. Pour leur dire que la démocratie, c'est la diversité des opinions. On ne peut pas partager nos opinions sur les mêmes sujets. On ne peut pas avoir la même vision sur la Côte d'Ivoire, mais il serait bon que dans le respect de nos différences, on puisse construire la Côte d'Ivoire ensemble. Moi, en rentrant, j'ai un seul projet. Rassembler les Ivoiriens de nouveau pour rebâtir la Côte d'Ivoire, ensemble avec les Ivoiriens eux-mêmes. Pour le faire, ma première mission ne sera pas tout de suite de me déclarer candidat à telle ou telle élection. C'est d'aller vers les Ivoiriens
parler avec eux. Quand je dis les Ivoiriens, je parle de la Côte d'Ivoire plurielle. Je ne vais pas seulement parler à mes partisans. Donc, voilà ce que je compte faire. Faire le tour de la Côte d'Ivoire pour expliquer le bien fondé d'une Côte d'Ivoire en paix. Ok. Enfin, en tant que leader des jeunes, quel message pouvez-vous donner à cette jeunesse à la veille d'une élection cruciale en Côte d'Ivoire? Ma parole va maintenant au-delà de la jeunesse. Je parle à tout le monde. Parce que la cause que je défends va au-delà de la jeunesse. Elle circule. Elle fait sauter les verrous. C'est une parole qui circule dans un espace pas seulement limité à la Côte d'Ivoire même. C'est à la jeunesse africaine. C'est aux Ivoiriens. C'est à tous les Africains. Je pense que tous les peuples, quels qu'ils soient, ont leur histoire. À un moment donné, subissent des guerres, des crises graves. Là n'est pas le problème. C'est comment on en tire les leçons pour en sortir. Parce que vous pouvez faire une erreur. C'est une erreur. Une fois. 2 fois peut-être c'est une erreur. 3 fois, ça devient votre nature. Moi, je pense que ce que nous vivons comme crise en Côte d'Ivoire n'est pas au-dessus de nos intelligences. Je souhaite que les Ivoiriens prennent conscience du fait que nous n'allons pas passer tout notre temps dans des conflits à n'a point fini. Nous n'allons pas passer notre temps dans des oppositions permanentes. Oui, contraire des idées. Oui, bataille des idées. Mettons de côté les armes blanches. Mettons de côté les armes à feu au prix. Et puis faisons la bataille des idées. C'est cela qui peut sauver notre pays. Merci. Merci, M. Charles Blé Goudé, d'avoir accepté notre interview. Merci, chers internautes de l'Afrique aujourd'hui. C'était Erika Ouraga, en direct de la Haye, avec l'ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. À bientôt.